Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 7. Saison 7, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec Cibois, la solution constructive bas carbone, mur et façade au Saturbois. Le concept Cibois est un art de penser un mur autour de son ouverture, la menuiserie qui l'intègre. À retrouver sur www.cibois.com. Cibois s'écrit S-Y-B-O-I-S. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Noémie Auro. Bonjour Noémie. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et ingénieur, Polytechnique Les Ponts, à la tête de l'agence NoO. On le prononce ainsi ? Tout à fait. Basée à Paris dans le 11e arrondissement. Votre agence, Atelier NoO, dessine une architecture à la fois précise et sensible, où la technique devient un langage au service du lieu. Chaque projet naît d'une lecture fine du contexte entre paysage, usage et ressources disponibles. L'agence explore des formes légères, réversibles, souvent en bois, pour construire moins mais mieux. Elle revendique une démarche engagée, attentive au cycle de vie des bâtiments, une architecture discrète mais profondément habitée. Vous allez nous expliquer tout ça. Et aujourd'hui, je précise que nous enregistrons d'ailleurs au cœur du showroom Cibois, ou plus précisément de l'entité mère, le groupe Millet, avenue de l'Observatoire, un lieu magnifique à Paris dans le 14e arrondissement, vraiment un bel endroit. En hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table ? Quels sont vos mets préférés ? Pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif ? Eh ben, ça va surprendre, mais mon péché mignon, ce sont les escargots. Voilà, typiquement français, ce qui fait toujours beaucoup rire mes amis étrangers, notamment une amie japonaise qui avait été très surprise quand j'avais voulu lui faire plaisir et que j'avais sorti les escargots du congélateur. Mes parents habitent en Bourgogne, donc ça explique pourquoi. Et du coup, un de mes plus beaux souvenirs gustatifs, c'est que j'avais eu la chance d'aller chez Glenviel, au Beau-de-Provence, et c'était l'un des hors-d'œuvre. Ils les appelaient les gastéropodes propriétaires, ce que j'avais trouvé très drôle. J'avais pas compris que c'était des escargots. Voilà, un très beau menu végétarien et une magnifique soirée dont je me souviendrai très longtemps. Dans un endroit splendide. Dans un endroit splendide, sous des caves voûtées, c'était absolument fabuleux, à l'automne, avec toutes les lumières de la Provence. Voilà, Un peu de fraîcheur venant de l'inertie thermique, non ? Si, tout à fait, un peu de fraîcheur, parce qu'effectivement, les pierres, on a enveloppé dans ces belles voûtes de pierre avec un très bel éclairage. Des grandes tables rondes, c'est un lieu absolument fascinant. Et puis on a la vue sur la campagne environnante des Baux-de-Provence, qui à cette époque-là a son désert. J'aime énormément la Drôme provençale et la Provence. Et donc voilà, si quelqu'un a la chance de pouvoir y aller, il y a un menu végétarien extraordinaire, sauf petite entorse avec les gastéropodes propriétaires. Bon, j'espère qu'ils nous pardonneront. Voilà. Bon, ça reste très, comment dirais-je, en quantité très raisonnable, j'imagine. C'était généreux. C'était quand même très généreux. Non, mais je veux pas forcément dans l'assiette, mais j'imagine que le prélèvement sur la nature n'est pas si énorme que cela. Petite entorse, oui. Voilà. Alors, on va maintenant aborder votre parcours professionnel et son début. Quel a été ce parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée cette envie d'architecture ? Ça, je suis très curieuse à chaque fois de le savoir. Et quelles ont été vos études ? L'architecture, pour moi, c'est pour le coup une envie très très lointaine. Depuis que je suis toute petite fille, j'ai toujours aimé construire des choses. Que ce soit des maisons de poupées, mais aussi beaucoup de cabanes. J'ai passé beaucoup de temps à construire des cabanes.
et tester des assemblages avec du lierre, du bois pour faire mes belles cabanes, mes belles constructions. Et le succès, c'était toujours quand je pouvais y ajouter un étage et grimper dessus. Et que ça tenait. Et que ça tenait, voilà. Les cabanes dans les arbres, c'était vraiment une grande passion de jeunesse. Et donc, voilà, cette envie de... Et j'adorais dessiner aussi, peindre. Et un héritage familial sur l'art de bâtir, justement? Oui, un héritage. Déjà, j'avais une grand-mère, même si malheureusement, elle a jamais pu peindre après, qui était peintre. Qui avait fait les Beaux-Arts à Paris, qui venait de Roubaix et qui était arrivée à Paris faire ses études, où elle a rencontré mon grand-père qui était architecte. Malheureusement, j'avais peu de dialogue avec mon grand-père qui considérait que les femmes étaient bien au foyer. Donc, quand je lui ai dit que je voulais devenir architecte, il ne m'a jamais prise au sérieux. Et donc, j'ai décidé de jamais lui dire. Malheureusement, il est décédé avant de me voir véritablement devenir architecte. Et mon autre grand-père a travaillé très jeune, il était groom aux Galeries Lafayette, mais après il est devenu formé par son oncle maîtreur en bâtiment. Et donc il a traîné toute sa vie sur les chantiers, était fasciné par les chantiers. Je pense qu'en fait c'est plutôt lui qui m'a donné l'envie de ce goût, cette appétence des chantiers, de regarder les constructions se faire. Et le goût de la mesure. La goût de la mesure, tout à fait. Qui est très important. Très important. Et voilà, tout ça m'a surtout été transmis par mes deux parents. Mon père passionné d'art, d'architecture, même si lui-même n'avait pas pu devenir architecte, puisque son père lui avait interdit. Ouais. Et ma mère, très cartésienne, scientifique, et qui du coup m'a toujours éveillée aux sciences depuis toute petite. Et je pense que voilà, ce goût des sciences et des arts vient de ce patrimoine familial, effectivement. Ce qui explique sans doute votre double formation. Tout à fait, oui, parce que j'ai toujours aimé faire des expériences, essayer de comprendre. Voilà, ma mère me faisait beaucoup de leçons de choses, on va dire. Elle était vétérinaire. Et donc, dans la nature, essayer toujours de m'expliquer ce qu'on voyait et l'explication de ces phénomènes, de disséquer les pelotes de déjection des chouettes qu'on retrouvait par terre. Fait que, voilà, toute petite, j'ai toujours été curieuse de comprendre tout ce qui m'entoure au sens large, de la biologie à la chimie, aux phénomènes physiques. Et donc, c'est pour ça que, avant de devenir architecte, j'avais beaucoup hésité au lycée à m'inscrire directement en architecture, mais j'avais quand même envie de poursuivre les sciences. Et donc, c'est pour ça que finalement, je suis allée en classe préparatoire maths sup maths spé. Et puis, en fait, j'ai adoré, parce que j'adorais les maths, j'adorais la physique. Et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs complètement passionnés. Ensuite, à Polytechnique, extraordinaire, la possibilité d'apprendre tout un tas de choses sur des sujets très différents. C'était il y a 20 ans maintenant, mais j'avais déjà des profs qui étaient au GIEC, parce que j'ai suivi un parcours spécialisé aussi dans la physique de l'environnement, notamment des cours sur la biodiversité. Et donc vraiment un tour à 360 dans les sciences. Et tout ça, en fait, m'a permis, une fois d'arriver au pont, où je me suis spécialisée vraiment dans la construction en lien avec l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, d'appréhender le projet avec une démarche très globale au contexte, où vraiment le projet naît de la convergence de tout un tas de contraintes qui deviennent en fait l'essence même du projet et qui lui donnent un sens dans l'acte de construire et de proposer une œuvre bâtie qui ait du sens en lien avec tout ce qui la façonne. Comme une coquille d'escargot qui se construit sous les pressions extérieures, notamment sous l'eau, par exemple. Tous les coquillages se construisent sous l'effet des contraintes, des pressions de l'eau. On a vécu toute une période d'artificialisation et là, on en revient justement à l'ADN et au sens de la matière, d'où elle vient, le contexte, la lumière. Et donc, c'est une aventure formidable. Ce serait d'ailleurs dommage d'arrêter de construire. Et puis, on en aura certainement toujours besoin, peut-être en moindre quantité, puisque l'air est plutôt à la réhabilitation, à la réutilisation. Mais on peut aussi désencer, réemployer, etc. Et donc, j'imagine que votre formation était très tôt dans cet ADN-là. Oui, très tôt. Alors, j'ai étudié avant qu'il y ait tout ce nouveau paradigme dans l'architecture qui se focalise davantage sur la réhabilitation, faire avec le déjà là. Mais toutefois, en fait, tout mon enseignement, ça a été comment économiser, faire le mieux avec le moins. C'est-à-dire l'élégance des structures. En calcul de structure aux ponts et chaussées, on nous enseignait vraiment à essayer de faire une structure la plus efficace,
les plus grandes portées avec le moins de matériaux, quel que soit le matériau in fine. Et donc cette économie de la matière qu'on retrouve dans la nature partout, les formes les plus belles, que ce soit une feuille, que ce soit une coquillage sous l'eau, se construisent en fait sous le fait des contraintes pour utiliser au mieux les ressources disponibles et faire la forme la plus résiliente, la plus durable, la plus pérenne. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'habite dans le projet. Et donc, ça veut pas dire de ne plus construire, ça veut dire construire mieux avec moins. Oui. Et je pense que c'est ce qu'on fait de toutes les façons depuis très longtemps. Et les ouvrages qui nous sont parvenus jusqu'ici, que ce soit des ouvrages même de l'Antiquité, souvent sont ces ouvrages qui ont été extrêmement pérennes et résilients parce qu'ils étaient construits en suivant les lois de la physique, notamment pour leur robustesse, dans une démarche vraiment de pérennité, d'efficacité. Et ce qui en fait des ouvrages de grande poésie, très souvent. Oui, surtout quand ils ont la patine du temps. Oui, tout à fait. C'est l'une de vos préoccupations ? Oui, je crois que je suis très préoccupée par des bâtiments qui ne vieillissent pas, dont la patine fait partie de l'esthétique. Un bâtiment, c'est pas une chaussure qu'on va sticker tous les matins avant d'y entrer. Donc, il faut que le bâtiment par lui-même puisse vivre avec son contexte et du coup ne s'altère pas, mais voire acquiert une patine qui lui donne de l'élégance au fur et à mesure des années. Et donc là, le choix des matériaux est essentiel pour arriver à ça. Alors, on va y revenir. Vous avez commencé votre activité d'architecte en agence ? Alors, oui et non. Parce que j'étais d'abord diplômée en tant qu'ingénieure et j'ai tout de suite voulu avoir un pied dans la vie active. Et donc, je travaillais pour la direction de l'innovation et de la recherche du groupe Saint-Gobain, donc par les matériaux, pendant que je terminais mes études d'architecture. D'accord. Et donc, j'ai commencé à travailler sur le projet du Solar Décathlon à l'époque, qui avait lieu à Versailles. Et donc, j'aidais des étudiants à développer des habitats passifs. Et nous, on les aidait à trouver les bons matériaux qui puissent permettre de réaliser leur projet. Donc, j'ai abordé le projet d'abord au travers des matériaux, avant ensuite de rejoindre une agence à Londres, Atelier One, et puis ensuite à mon retour de Londres, où j'étais en tant qu'ingénieure et architecte. Vous êtes resté combien de temps chez eux ? À Londres, je suis restée 1 an et demi. C'était assez court, c'est une histoire d'amour, c'est-à-dire que mon conjoint, lui, était à Amsterdam, ensuite est rentré à Paris. Ça faisait un an et demi qu'on était à distance, il pouvait pas venir à Londres, donc je suis rentrée à Paris. Oui. Et j'ai rejoint l'agence de Renzo Piano, rue des Archives, où je suis restée quasiment 8 ans. Quelle expérience ! Du coup, Renzo Piano, c'est le Graal, on va dire, pour un architecte. Oui, c'était une agence qui me faisait rêver depuis de nombreuses années, et donc j'ai été... Voilà, c'est fait que j'ai jamais pu en vouloir à mon mari maintenant d'être rentrée parce que finalement, ça a été une formidable opportunité qui s'est ouverte incidemment. Et j'ai rejoint l'agence pour travailler sur un chantier incroyable qui est celui du Palais de Justice de Paris, recruté par Bernard Platner, qui est toujours un de mes mentors. J'ai eu beaucoup de chance de travailler dans son équipe et puis dans une équipe fabuleuse d'une dizaine d'architectes au sein de l'agence. On était vraiment une ruche au sein de la ruche, à vraiment travailler très intensément, mais avec beaucoup de passion sur ce chantier hors norme. Finalement, 10 architectes pour un tel projet, c'est pas tant que ça. Oui, effectivement, c'est pas tant que ça. Alors, on avait aussi de l'aide un petit peu de quelques autres architectes d'un ancien de l'agence qui avait fondé sa structure, Bart Akertuis. Donc, parfois, on était jusqu'à 15. En tout cas, pendant le chantier, oui, on travaillait beaucoup. Et moi, je m'occupais de l'IGH. Donc, j'avais des piles de visas sur mon bureau tous les jours qui apparaissaient. l'IGH, immeuble de grande hauteur. Tout à fait. La tour des magistrats qui surplombe le tribunal. Donc, combien de hauteur ? Le tribunal, alors là, je suis en peine. Je n'ai pas la hauteur précise, mais plus de 160 mètres, je crois. Aux environs, a priori, de 160 mètres. Je crois. À vérifier. À vérifier. En tout cas, je l'ai beaucoup monté à pied, puisque les ascenseurs étaient tout le temps indisponibles et servaient à monter les matériaux, ce qui n'aurait pas dû être le cas. J'avais un très bon cardio à l'époque. Parce que sur le chantier, j'avais notamment très souvent des réunions de chantier pour la bibliothèque des magistrats située tout en haut. Et je montais quasiment 4 à 4 les étages pour me rendre à ces réunions, parce que j'étais sur le chantier tous les jours. Voilà, donc formidable aventure. Qui vous a occupé 8 ans ? Non, pas du tout. J'ai travaillé sur énormément de projets différents, donc qui m'a occupé 2 ans et demi.
Oui. Je suis arrivée, les coffrages glissants des noyaux commençaient à monter, donc j'ai pas participé à la conception, mais simplement à toute la phase d'exécution sur chantier, jusqu'à la fin des OPR. Et ensuite, j'ai continué en travaillant sur un autre tribunal. Cette fois-ci en conception, on a répondu à un concours international à Toronto. Et on était 3 de l'ancienne équipe, et puis Bernard Platner aussi, à être basculé sur un concours pour le tribunal de Toronto, qui était aussi un très gros tribunal de 60 salles d'audience. Et moi, j'étais en charge de la conception des espaces publics intérieurs, donc les 60 salles d'audience notamment, tous les espaces publics de déambulation, etc. Formidable projet qui a vu le jour et qui a été livré en 2023. On avait commencé en 2017 à travailler dessus. Ensuite, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé sur un opéra, un rêve d'enfant, un opéra en Asie, à Hanoï. Et donc là, on a développé un coquillage. Donc là aussi, un autre rêve d'enfant. Moi, j'étais sur la conception de cette enveloppe, qui est une coque de grande portée sur un lac. Donc où là, l'enjeu était de construire le plus avec le moins, justement. Donc de construire une grande coque, comme la cape du Petit Prince sur l'éléphant. Couvrir le plus avec le moins, donc la cage de scène, toute la technique d'un opéra, c'est extrêmement complexe. On travaille avec des scénographes. Oui, et puis l'acoustique, c'est vraiment quelque chose de... Oui, c'est j'ai découvert les acousticiens des salles de théâtre. C'est fabuleux de travailler avec eux parce que c'est tout un art où le réglage du moindre détail dans la salle peut avoir une incidence énorme pour les musiciens et puis pour les mélomanes. Et donc, on a travaillé avec Arup en acoustique et Theatre Project pour développer ce projet qui, enfin, parce qu'il y a eu un gros coup d'arrêt avec le Covid, donc enfin, là, est en chantier et sur le point de voir le jour. Donc, c'est un très beau projet situé au cœur d'un lac à Hanoï. C'est une forme fluide qui va être comme du ferrociment, en fait. C'est une coque qui fait jusqu'à 150 mètres de portée sur ses appuis, qui est complètement désolidarisé de ce qui se passe en dessous, justement pour l'acoustique, la boîte dans la boîte, pour pas transmettre aussi les vibrations solidiennes du lac et du bateau. À l'intérieur, 2 grandes salles, parce qu'il y a une salle d'opéra de 2000 places et une salle multi-événementielle où il peut y avoir, grosso modo, un concert de K-pop à côté d'un orchestre philharmonique qui va jouer du Mozart. Voilà, donc c'est un formidable projet sur lequel j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler, quelques années aussi. Vous êtes une incroyable ambassadrice, en tout cas, de l'agence Renzo Piano de Paris. Qu'est-ce qui vous a décidé à partir? Moi, je me souviens quand j'étais dans des grandes agences, les chefs de projet qui travaillaient sur des projets incroyables, notamment Villemotte Architecture Studio, disaient souvent on ne part pas parce que les commandes sont tellement extraordinaires que ce sera plus difficile de retrouver ça après. Et d'ailleurs, on vous sent passionné quand vous en parlez. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à sauter le pas? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, ce confort d'avoir des projets exceptionnels qui arrivent sur son bureau sans aller les chercher, c'est une expérience incroyable. Et effectivement, en plus, j'étais passée associée, donc j'avais la chance de pouvoir être chef de projet sur des projets hors du commun. Mais il y avait quand même quelque chose qui me démangeait, c'était d'essayer, d'oser exprimer moi-même ce que j'avais complètement au fond de moi. Si j'étais restée à l'agence, on travaille avant tout... notre premier client, c'est Renzo Piano lui-même, qui est omniprésent, qui est vraiment incroyable parce que à son âge, il est toujours vaillant tous les matins à l'agence. Et j'avais envie de faire ce qu'il a fait lui, à savoir tester et voir ce que j'avais. J'aurais eu beaucoup de regrets de ne jamais oser le faire. Donc j'ai eu envie de mener ma barque et de quitter le grand navire et voir. Vous a encouragé? On m'a encouragé. Oui. Non, dans le sens où comme j'étais devenue associée, c'était pas vraiment quelque chose qui était très réfléchi, mais j'ai eu envie d'oser faire ce que j'avais envie, de le faire comme j'avais envie, peut-être aussi d'aller vers des architectures un peu plus engagées d'un point de vue environnemental, puisque du coup on était quand même dans une architecture très high-tech, vraiment de haute précision. Et j'avais envie peut-être sur le volet environnemental d'aller plus loin aussi avec une approche peut-être un peu plus frugale. Qui est un terme qui devient un peu galvaudé, qu'on entend beaucoup actuellement, mais qui faisait écho à des choses qui est plus avec mon envie d'ingénieur, de pouvoir exprimer des choses et d'innover sur des choses qui, moi, me tenaient à cœur. D'accord. Vous l'avez créée quand, votre agence? J'ai créé mon agence à l'automne 2023. Ah oui, donc c'est très jeune.
L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de vos écoles? Parce que vous êtes bardé de diplômes quand même. Et vous pouvez être fier, parce que je trouve que c'est formidable quand c'est le cas. Ah bah, c'est gentil, merci. Je suis heureuse d'avoir osé tenter ce qui me faisait rêver, petite fille. Et finalement, ce qui me faisait rêver, c'était un jour être architecte et d'avoir mon agence. Donc, en cela, je suis très heureuse d'avoir mené ma barque au fil des opportunités, parce que c'est une foultitude de hasards, des petits cailloux posés sur le chemin, mais qui finalement ont mené là où je voulais. Donc, j'avais quand même le gouvernail finalement assez précis. Même si je sais que demain n'est jamais à l'image de ce que j'avais envisagé, donc il faut être très souple aussi pour saisir les opportunités, être à l'écoute des hasards et si on a une idée, un fil conducteur vont prendre leur sens in fine. Donc en cela, je suis heureuse d'avoir réalisé tout ça. Peut-être que vous êtes à mi-chemin du coup. Mais je suis à mi-chemin parce que j'ai encore plein d'envie et j'espère bien, l'agence est encore très jeune. À son démarrage, mon rêve, c'est de refaire des projets liés notamment à l'événementiel. L'opéra, je vous disais, c'était l'un de mes rêves parce que j'adore la danse aussi. Et donc, vous dansez peut-être vous-même? Oui, je fais beaucoup de danse. Je danse énormément et depuis toute petite aussi. Et donc, vous devriez rencontrer Delphine Baldé si vous la connaissez? Non, non, pas personnellement. Non. Ouais. Elle a une approche très très sensible par rapport à la danse. Ouais. Qui est architecte comme vous. Alors, est-ce que votre agence est très jeune? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire courte de vos projets? Parce que quand on va sur votre site, on est épaté par justement déjà toute cette matière qui est en train de surgir, cette matière architecturale. Et puis après, si vous voulez faire un focus dans les projets emblématiques que vous avez sur votre partenariat avec cette entreprise qui est quand même fort intéressante, cette entreprise Cibois qui permet de développer des systèmes hors site, notamment. Donc oui, l'agence est encore assez récente, donc j'ai peu de projets vraiment propres pour le moment. Puisque quand je travaillais chez Piano, j'avais pas beaucoup le temps de faire autre chose, bien entendu. Néanmoins, j'avais eu l'opportunité de travailler sur un projet qui n'a pas encore vu le jour, mais j'espère lui donner une vie. C'est un bâtiment tout à fait atypique, un peu un mouton à 5 pattes. C'est un dôme en bois et verre qui doit accueillir un restaurant panoramique qui a la particularité de devoir tourner. Ça, c'était le brief du client. Je veux un restaurant panoramique dans un site d'exception. Et donc, moi, j'avais imaginé ce dôme en bois qui est appuyé en fait sur un noyau central. Et je lui ai proposé quelque chose d'un peu plus modeste que tout un bâtiment qui tourne, simplement les plateaux qui tournent. Ce qui est très différent, puisque ça s'apparente d'un point de vue technique, c'est aussi peu compliqué qu'un manège pour enfants et beaucoup moins énergivore. Oui. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à développer ce projet aux côtés d'ingénieurs. Et malheureusement, ce projet avec le Covid a eu un point d'arrêt. Parce qu'il était pour une île qui a beaucoup souffert pendant la pandémie. Et j'espère un jour retrouver un lieu pour que ce projet, même s'il est pour l'instant que de papier, voit le jour. Parce que le maître d'ouvrage a abandonné Oui, c'était lié à un maire qui, du coup, n'a pas été réélu. Et puis les financements avec le Covid se sont éteints. Et donc, il n'a pas encore revu le jour. Mais je pense que c'est ce projet aussi qui m'a donné envie d'exprimer toute seule et de lancer l'agence. Voilà, donc ça a été peut-être le petit caillou qui m'a permis de mettre un pied à l'étrier de l'indépendance. Et puis c'était aux côtés de Vinci. Et donc c'est aussi de travailler en direct avec un major. Un major qui me fait prendre conscience que finalement c'était peut-être possible. Oui. Donc ça, c'est un premier projet. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler sur une très belle réhabilitation patrimoniale d'un bâtiment en pierre avec des charpentes en bois magnifiques pour y créer là c'était de l'hôtellerie, et y créer notamment une piscine intérieure dans de la pierre. Donc beaucoup d'enjeux techniques, mais aussi beaucoup d'enjeux sur la lumière, sur la conservation de la structure, la mise en valeur de la structure. Donc un sujet très intéressant là qui va bientôt partir en chantier, en Aubrac. D'accord, en programme privé. Programme privé.
Et ce programme privé m'a en fait après ouvert l'opportunité de continuer dans l'hôtellerie. J'ai rencontré le groupe Bellambra qui a accepté J'avais présenté ma démarche de projet et qui a accepté de me mettre à l'épreuve sur un concours pour une résidence hôtelière en Bretagne. Et puis donc on a remis une proposition qui finalement est celle qui a été sélectionnée. Et donc, je n'avais pas du tout de référence par le passé en hôtellerie. Et puis, voilà, ça a démarré. Et c'est un projet là qui va bientôt être livré, qui va être le premier vraiment d'ampleur livré pour l'agence. Donc ça, c'est assez formidable. Et c'est le projet, du coup, que je développe aux côtés de Cibois, qui a réalisé tous les murs à ossature-bois, puisque donc, du coup, c'est un site qui est assez fabuleux parce qu'il est au bord de l'océan, en Bretagne, dans le golfe du Morbihan. Donc, un cadre naturel vraiment remarquable. L'embouchure de la Laïta à la frontière entre le Finistère et le Morbihan. Et donc, on a ce site qui est un site des années 60, un ancien VVF, donc pour les congés pour tous, vraiment dans la lignée des années 30, qui était un site du coup assez vieillissant. Et là, l'enjeu, c'est, comme il plaît énormément, de le rénover, de l'embellir et, comme il fait 11 hectares, de construire aussi des nouveaux bâtiments. Le brief du client, c'était de pouvoir réaliser ces travaux entre 2 saisons touristiques et, si possible, en maintenant l'activité du club. Donc, à beau tour de force. Donc, moi, l'approche qu'on a proposée, c'est de s'inscrire vraiment dans les clairières existantes, de se tirer parti au maximum de la force du site, qui était son patrimoine arboré, au-delà d'être face à un très beau panorama sur la mer. Et donc, de venir habiter toutes les clairières du site, de couper aucun arbre, et de faire un chantier qui ait recours à la préfabrication bois pour être le plus vertueux possible d'un point de vue empreinte carbone, le plus léger aussi pour avoir peu de fondation, et puis qui puisse tout se faire en atelier et d'assembler que les Legos sur site, avec un chantier qui du coup est très discret dans le sens où actuellement le site est parfaitement occupé toute la durée des travaux, et malgré tout on est en train de monter 82 chambres supplémentaires en 9 bâtiments réalisés. Ah oui, 9 bâtiments. Oui. Ouais. Donc on a un phasage assez fin. Combien de mètres carrés en tout? Autour de 2810, je crois. Oui, d'accord. Surface utile. Donc ce sont des bâtiments R+1. On n'avait pas le droit d'aller au-delà. Et c'est vous qui avez repéré Cibois? Non. L'entreprise apte finalement à réaliser. Est-ce que c'est vous qui avez préconisé la technique ou est-ce que vous avez, tout d'un coup, fortuitement, vous êtes rencontrés? Comment ça s'est passé tout ça? Alors, le choix de Cibois provient de l'un des partenaires de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'au début, donc, on a fait la faisabilité tout seul avec mon agence. Et puis après, le client a mis en place une équipe de projet et notamment a mis dans l'équation un partenaire qui s'appelle Afeli et qui, du coup, avait une expérience de cette préfabrication bois pour les clubs de vacances. Et lui connaissait très bien Cibois. Et donc, a proposé qu'il réponde à l'appel d'offres. On est encore d'état séparés, on a 17 lots. Et moi, j'avais eu l'idée de contacter Matisse. Et puis finalement, au vu des délais très contraints, puisque tout ça est allé très très vite, Cibois et Matisse se sont associés pour répondre au projet et faire l'intégralité du clos couvert en bois et de la structure. D'accord. Ah oui, ils se sont associés. L'un a fourni le bois et l'autre a... Comment ça? Parce que Cibois a des usines importantes. Ouais. Alors, Cibois réalise tous les murs à ossature bois de la façade, qui arrivent déjà bardés avec les grandes baies vitrées déjà posées, l'isolation en ouate de cellulose déjà insufflée. Donc, en fait, il n'y a plus qu'à mettre les finitions intérieures et puis il y a juste la pierre, parce que je l'ai pas mentionné, mais aussi une des particularités, c'est qu'on vient habiller tout le soubassement en pierre de granit locale pour que le soubassement soit extrêmement pérenne aux embruns et à toute l'humidité aussi de ce site, qui est juste au bord de la mer et en Bretagne. Donc Cibois réalise les façades, tandis que Matisse fait tous les caissons à ossature bois de la toiture, qui ont une structure un petit peu différente, font les planchers et les murs de refend, qui sont tous en CLT, donc en bois lamellé-collé. Et fait toute la charpente métallique, puisqu'on a aussi les coursives, les escaliers, les balcons qui sont, eux, en charpente métallique, un peu en écho avec l'architecture navale aussi de la région de Lorient, puisqu'il y a une grande tradition des chantiers navals dans la région. Et donc, on a ce vocabulaire un peu de bateau qu'on retrouve dans l'architecture de ce projet, avec des câbles qui soutiennent les balcons, avec des ridoirs qu'on retrouve
sur les coques de bateaux. Et donc tout ça est réalisé par Mathis. J'ai cru comprendre que les délais avaient été sont respectés. C'est sur le point d'être livré, il me semble. Tout à fait. Les bâtiments vont être réceptionnés pour pouvoir rouvrir cet été. Et donc la faisabilité a été menée en 2024. L'équipe de maîtrise d'œuvre autour de l'atelier NoO a été réunie en décembre 2024. On a commencé les études tout début 2025 et on a passé les marchés 6 mois après. On a commencé les consultations d'entreprise et le chantier a démarré 3 mois après. Et le chantier va durer 7 mois et demi, a commencé en octobre, va être livré en juin. Donc c'est vraiment très très rapide pour une conception et une réalisation. Donc les aléas de chantier, du fait de cette solution apportée par Cibois, sont considérablement diminués. Ah tout à fait, oui, parce que du coup, on a travaillé étroitement, déjà en utilisant les outils BIM, qui nous ont permis d'avoir une grande précision dans la conception. Et de travailler main dans la main avec l'équipe de maîtrise d'œuvre autour d'un objet qui était quand même très abouti lors de la consultation. Et on a une collaboration très fluide lors des études d'exécution avec Cibois, où vraiment avec les bureaux d'études c'était extrêmement intéressant et on était dans la mise au point de détail de l'ordre du millimètre, vraiment. C'était vraiment comment on découpe au mieux les modules pour que ça soit le plus efficace possible sur site, l'assemblage, etc. On était vraiment dans des éléments très fins. Et oui, la réalisation en usine, c'est fabuleux parce qu'on contrôle tout. Et le client était extrêmement surpris que ça s'assemble bien in situ. Peut-être par naïveté, j'en avais pas de doute. Mais heureusement que ça s'est bien passé. Bon, je devrais pas dire ça avant la livraison, mais pour l'instant, je touche du bois. Oui, je suis au bon endroit. Voilà, nous sommes dans pour l'instant, tout se passe bien. Dans le showroom du groupe Millet, il y a du bois partout. Il y a du bois partout. Bon. Et du coup, ça vous conforte pour... alors là, ça va être votre première référence livrée. Ouais. Et du coup, ça vous conforte à l'avenir pour certainement réitérer des expériences si toutefois le contexte le permet. Ah oui, tout à fait. Ah oui, j'aurais pas l'ombre d'une hésitation si d'autres projets s'y prêtent. Dès qu'on a une intervention avec des façades réalisées en bois, c'est vrai que cette intégration des menuiseries qui permet une super belle étanchéité, le fait aussi qu'on n'emploie aucune membrane, c'est ça qui est intéressant dans le mur Cibois, c'est qu'on utilise les panneaux en bois aussi pour le pare-vapeur et pour le pare-pluie, donc on n'a aucune membrane, aucun scotch, ce qui sont parfois un peu les problèmes de mise en œuvre lorsqu'on assemble les macro-Lego sur site. Ça peut être là où le bas blesse, alors que là on n'a que en fait un assemblage mécanique des composants entre eux. Avec en plus une façade qui est un peu cinétique, qui est très réceptive au changement de lumière, si j'ai bien compris. On a essayé de travailler, oui, effectivement, avec un jeu d'ombre et de matériaux qui réagissent à la luminosité, parce qu'on est en bord de mer, donc on a des allées et venues, des nuages qui, au sein d'une journée, on peut avoir des grandes trompes d'eau le matin avec du vent, etc. Et l'après-midi, un grand ciel dégagé. Et donc, moi, j'ai cherché à faire que la façade vibre un peu avec tout ça. À la fois avec de l'éclat, parce qu'on a le soubassement en granit qui contiennent beaucoup de mica qui brille. Et puis, le bardage à claire-voie au-dessus contient aussi un petit peu d'éclat métallique. Et donc, du coup, a aussi cette vibration que je trouve très intéressante et assez belle. En fonction de la luminosité, il n'a pas du tout le même aspect. Et après, il y a tout ce jeu d'ombre créé avec, en fait, les tirants des balcons. Il y a un jeu de claire-voie aussi sur l'escalier, la structure métallique qui projette des ondes sur le bâtiment qui, même s'ils ont une épure très simple volontairement, parce que aussi le brief du client, c'était d'être dans une épure de Pinty typique breton, mais c'est un peu une réinterprétation contemporaine où les détails sont on est dans une volumétrie très épurée, mais qui vient vibrer avec tous les éléments, cette dentelle qui vient se greffer là-dessus et qui vient créer des ondes qui, je trouve, comme on le voit dans un port avec les mâts des bateaux, les voiles, et c'est ça qu'on essaie de reproduire. Alors,
je suis très admirative parce que vous lancez votre propre agence dans une décennie, on va dire, qui va être marquée 2020 le Covid. Après, là, ça n'arrête pas. Les drames n'arrêtent pas d'un point de vue international. L'architecte continue de bâtir et vous faites partie de cette communauté de passionnés et de bâtisseurs passionnés. Quelles sont vos perspectives? Là, alors du coup, vous êtes obligé de vous coller au développement. Oui, j'ai découvert ce que c'était que ça. J'ai eu l'impression d'aller chercher le projet. D'aller chercher le projet, c'est ça. Moi, j'étais vraiment dans ma caverne. Ouais. Et je suis sortie, je savais rien faire en développppement. Enfin, ouais. Au sens où, quand j'étais chez Piano, j'avais la chance que de très beaux projets arrivent comme par magie sur mon bureau. Et puis, je n'avais comme un orfèvre qui sculpte vraiment, mais qui fait rien du tout du reste. Donc c'est une opportunité fabuleuse, mais ça veut dire qu'on est très démunis quand on doit développer sa propre agence. Donc j'ai appris énormément de choses sur le tas. Je crois que j'ai rarement autant appris que ces 2 années et demie. Oui, vous répondez à des appels d'offres, j'imagine, avec des attelages. Du coup, le réseau est très important parce que comme vous n'avez pas de référence, alors que la référence compte, il faut forcément s'atteler avec d'autres agences. Oui, tout à fait. Là, je réponds en groupement en ce moment. On a un très gros appel d'offres en cours. Bientôt la soutenance, où là, je suis en groupement avec Vinci et d'autres architectes pour la Pige. Donc le ministère de la Justice, puisque du coup, j'avais des références en palais de justice. J'ai tiré cette pelote. Et donc là, on travaille sur un sujet assez passionnant aussi, où il y a beaucoup d'enjeux aussi de préfabrication. Pas en bois cette fois-ci, mais... où c'est la même démarche de projet. Puis Vinci, avec lesquels j'avais des relations notamment nées de cette opportunité du dôme panoramique. Le projet de Guidel en apporte d'autres aussi. Il y a d'autres voies qui s'ouvrent. Là, en ce moment, je travaille sur un projet de réhabilitation patrimoniale dans Paris d'un immeuble de bureaux derrière l'Élysée. Donc, c'est encore une phase concours, mais bon, je croise les doigts, on verra bien. Je vous souhaite en tout cas vraiment bonne chance. Vous êtes combien à l'agence ? Alors, on est entre 3 et 4. C'est la géométrie variable en fonction. Là, j'ai pas encore un attelage fixe parce que il faut vous donne suffisamment de visibilité. Exactement. Il y a de nombreux projets en cours d'études qui sont pas encore confirmés. Alors là, il y en a un qui me fait particulièrement envie, c'est peut-être une usine pour développer des aéronefs électriques dans la région de Toulouse. Un ancien ami justement de classe prépa qui développe des hélicoptères électriques et qui souhaite construire une usine. Donc là, je suis en train de l'aider pour peut-être développer ça à ses côtés, avec peut-être une structure bois aussi. Donc ça sera un formidable projet. Peut-être aussi une université dédiée au réemploi en région parisienne. Je travaille aux côtés d'un entrepreneur qui a ce rêve de convertir un bâtiment qui pour l'instant est à l'abandon, qui fait 10 000 mètres carrés, d'en faire une université dédiée au réemploi dans la construction. On sent que les sujets ne manquent pas, des sujets en plus atypiques, ce qui correspond avec une haute technicité et avec tout l'ADN que l'on peut, trouver aujourd'hui face à l'exigence qu'impose le climat. Bravo, c'est Merci. formidable. L'architecte est amené à projeter sur un temps long. Quel éclairage donneriez-vous à tout à chacun pour appréhender ce monde qu'on vient d'évoquer, dans lequel on vit ? Effectivement, on est sur des temps qui sont très longs. Les projets ne se font pas d'un tour de baguette magique. Il faut beaucoup de recul aussi pour pouvoir définir des projets qui aient du sens et qui soient pas le résultat juste d'une mode éphémère. Les projets les plus beaux sont les projets qui ont une intemporalité, qui ne sont pas ancrés dans un présent, mais qui puissent parler autant aux personnes d'aujourd'hui comme celles de demain. Et donc, c'est aussi un gros gage, c'est une charge très lourde sur les architectes que de concevoir des choses qui sont pas le fruit d'une mode passagère, mais qui vraiment sont amenées à durer. Oui, on est vraiment maintenant dans la pérennité. Comment imaginez-vous le monde de demain ? Très bonne question. Je me le pose tous les jours pour mes filles. Le monde de demain, j'ai beaucoup de mal là en ce moment à l'appréhender avec tout ce qui se passe et le contexte géopolitique. C'est assez imprévisible. J'espère qu'il sera heureux. Et j'ai beaucoup de mal à y croire absolument. En tout cas, je crois que c'est comme aborder un problème complexe. Il faut essayer de faire son mieux et tous les petits pas de les faire dans le bon sens. Et si collectivement on somme ces infiniment petits dans le bon sens,
on peut infléchir des vagues très brutales qui, elles, vont dans le mauvais. Oui. Et finalement, ne pas céder à ce que ce contexte peut générer comme angoisse, mais au contraire, rassembler ses forces pour convaincre et agir plus fortement. Exactement. Surtout pas Ouais. se laisser submerger et en faire un principe d'inaction et une fatalité, mais aborder les choses voilà, avec mesure, avec patience, avec résilience et par des petits pas. Ouais. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui? Je leur donnerais le conseil de s'intéresser, d'être très curieux, de s'intéresser à beaucoup de choses parce que l'architecte, c'est vraiment pour moi un chef d'orchestre. On le découvre tous les jours dans sa pratique, même après 15 ans d'expérience. Tous les jours, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Et c'est pas grave. En revanche, il faut être curieux pour pouvoir dialoguer avec les uns, avec les autres, et puis pouvoir mettre en musique tout ça. Et donc, il faut pas avoir des lorgnettes, être focalisé que sur la réhabilitation, que sur la construction, ou que sur un domaine précis, ou bien il faut vouloir être très spécialiste. Mais je crois vraiment qu'un architecte, il faut qu'il ait une vue à 360 et qu'il soit curieux sur des domaines très variés. Donc voilà, de continuer à s'instruire sur plein de sujets, de sortir de sa zone de confort. Voilà, de pas avoir d'a priori, de se cultiver, de cultiver son imaginaire. Voilà. Un mot de la fin? En mot de la fin, je dirais que ce que j'aime particulièrement dans ce métier, c'est qu'on est au contact avec tous les pans de la société. Je crois que c'est ça qui me plaît le plus au quotidien, c'est que mes journées se ressemblent jamais. Je dialogue avec des gens, que ce soit sur le chantier le matin, le midi avec des entreprises comme Cibois, et puis l'après-midi avec un client qui peut être tant un maître d'ouvrage privé que public. Là, je l'ai pas mentionné, mais je travaille aussi sur un formidable projet pour une mairie de création d'un musée. Donc j'interagis avec les gens du comité scientifique et culturel qui sont en train d'établir le programme de ce musée. Et c'est passionnant d'avoir autant d'interlocuteurs de mondes différents et de décloisonner, enfin d'avoir un décloisonnement total entre les interlocuteurs du chantier, parce qu'il y a énormément aussi de profils très intéressants sur les chantiers qui sont souvent invisibilisés dans l'acte de construire. C'est pas les gens qui sont sur LinkedIn, et on a beaucoup de chance de les avoir et de pouvoir les donner à voir aussi ce qu'ils font. Et aussi d'avoir cette vivacité d'échange et de jamais oublier aussi comment les projets se font et grâce à qui ils se font. Ouais. J'ai une idée aussi qui me vient en tête. Vous aviez un grand-père d'une autre génération qui avait un regard sur la femme très traditionnaliste. Oui. Ça dépend dans quelle culture aussi. Et en fait, vous êtes un formidable exemple de réussite professionnelle en tant qu'architecte pour une femme dans un milieu qui reste quand même très phagocyté par la junte masculine que nous aimons toutes, mais qui quand même est très présente encore. Vous êtes l'exemple d'une femme qui peut servir à toute cette jeune génération. Oui, tout à fait. Peut-être que vous voulez vous oui, c'est vrai, adresser à oui, elle. parce qu'en plus je suis hyper féministe. Donc je fais pas mal de choses dessus. Oui, en tout cas, vous défendez la cause féminine. Je pense vraiment que les femmes ont toute leur place dans ce monde-là, peuvent apporter des choses. C'est vraiment effectivement exactement le contre-pied. J'aurais beaucoup aimé pouvoir dialoguer avec mon grand-père aujourd'hui, qui était né dans les années 30 et aurait été très surpris sûrement de me voir sur le chantier. Mais je pense qu'aujourd'hui, sans doute, j'espère, il reconnaîtrait qu'il avait tort. Oui. Et que je peux m'occuper de mes filles, à ce que je fais, mais aussi avoir de la poigne et puis être écouté sur un chantier comme il l'était lui. Avec des neurones qui fonctionnent très bien et qui permettent de faire naître des projets à haute technicité en plus. Oui, tout à fait. Les femmes dans les sciences ont énormément apporté et moi je l'ai découvert tout au long de mes études et de ma carrière. Les femmes que j'ai rencontrées sur le chemin, j'en ai eu énormément d'extraordinaires. J'ai des amies qui font des choses très très variées, qui sont chercheuses, ingénieures de pointe, architectes. Je suis toujours émerveillée de tout ce qu'elles font et elles ont énormément à contribuer. Et à chaque fois que j'ai une équipe de femmes, il se trouve là en plus que j'ai plus de collaboratrices à l'agence qui m'entourent et qui ont énormément à apporter dans l'acte de bâtir et de construire. Bravo. Je vous souhaite vraiment de gagner tous les projets que vous avez évoqués.
J'espère aussi. On se rend pas compte que quand même, quel métier. J'étais en région pour des raisons personnelles. Là, très récemment, j'ai un vieil oncle qui approche des 90 ans qui me toujours prend plaisir à partager quelques échanges sur l'architecture et la manière dont elle évolue. Et là, il m'a croisé, il m'a dit, mais quel métier. Et oui. Oui, et c'est effectivement un métier qui n'est pas facile tous les jours. Je crois que le plus difficile, c'est de travailler énormément sans avoir de certitude sur l'issue des concours. Oui. Le système de concours, qu'il soit restreint ou pas restreint, est quand même éminemment difficile. Restreint parce qu'il faut des références. Oui, puis beaucoup d'investissements. Beaucoup d'investissements. C'est le seul métier qui vraiment doit vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi. C'est hallucinant. Et pourtant, il est tellement utile, ce métier. Il faut le défendre. Oui, il faut le défendre parce que si on a tous plaisir à vivre les uns avec les autres dans des espaces, c'est parce que ces lieux sont bien conçus, bien pensés, la ville est bien bâtie. Et tout cela, ce sont les architectes qui contribuent, pas seulement bien sûr, mais qui contribuent énormément. Et donc, ces lieux-là, il faut que ce métier soit davantage vu à sa juste valeur et puis rétribué à sa juste valeur. Je suis sidérée par la quantité de travail qu'on nous demande sans être rémunéré. Oui, à la hauteur de vos investissements. Mais je crois que le Conseil de l'Ordre s'empare de ces sujets. Espérons qu'ils arrivent à faire aboutir cette bataille, parce que c'est hallucinant. Oui, le problème pour les jeunes agences, c'est que pour les concours restreints où il y a une indemnité, il faut avoir des références, ce qui souvent doit être inférieur à moins de 5 ans. Donc, avoir construit 3 médiathèques de moins de 5 ans, c'est impossible. Impossible. Donc, il faut être soit ultra spécialisé, soit avoir acheté une agence qui a des références. Ou s'atteler. Ouais. Mais c'est très compliqué de mettre un pied à l'étrier, et les concours non rémunérés, souvent, on est extrêmement nombreux, donc c'est pas facile de savoir comment mettre un pied à l'étrier et qu'on nous donne notre chance. L'inconnu de la Grande Arche, clairement, aujourd'hui, n'aurait pas existé, il serait resté inconnu et ça aurait été bien dommage. Ce sera le mot de la fin alors. Voilà. Un beau mot de la fin sur un très beau film qu'on recommande. Il est dans... Air France le diffuse sur ses vols. C'est bien. Oui. C'est formidable. Ah oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Noémie, pour votre témoignage. Encore un témoignage singulier. C'est ce qui m'émerveille à chaque fois. C'est que vous avez tous vos singularités. Donc, merci pour ce témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Merci Anne-Charlotte. Je vous en prie, avec grand plaisir. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec Cibois, la solution constructive bas carbone, murs et façades au Saturbois. Le concept Cibois est un art de penser, un mur, autour de son ouverture, la menuiserie, qui l'intègre. À retrouver sur www.cibois.com. Cibois s'écrit S-Y-B-O-I-S. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.